Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Un, deux, trois. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Ah mais non, j'avais coupé le micro, putain, bande de naze. Faut refaire le clap. Bon, Oui, alors... Non mais c'est bien, on se relaie. Faut juste refaire le prochain, clap. c'est Paul. Mais non, mais il faut juste refaire Paul, le clap. le prochain. Je suis prêt. Personne ne prend le tour de Paul. Hein. Je suis sous Mac. Okay. Je suis sous Mac, c'est bon, je vais attaquer le pas. On refait le clap. Allez, on refait le clap. Donc on remachine. Non, on touche à rien, on refait le clap. Juste le clap. 1, 2, 3. Alors aujourd'hui, nous. Il va être dur cet épisode. Maintenant c'est Christophe, putain. Bien. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode sur la réaction versus la détection. Essaye pas de griller le tour de Paul, c'est un tour de Paul. Je suis grillé, tout ça parce que... Ah bah très bien, c'est noté. Vas-y, lance, on a le 4, on est calé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'approche proactive, donc la détection versus l'approche réactive, donc la recherche de compromission, avec Christophe Renard. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Christophe, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, donc je m'appelle Christophe Renard, je fais de la réponse à incidents depuis un certain temps maintenant, et aussi de temps en temps des recherches de compromission, enfin moins ces derniers temps, mais j'en ai fait pas mal. Alors Christophe, de quoi allons-nous parler ce soir ? Alors, on va parler de la différence ou de la dualité entre la détection et la recherche de compromission qu'on appelle souvent le hunting. Le hunting, qu'est-ce que c'est ? Alors, le hunting, c'est l'idée que... on ne sait pas si on est compromis, mais on peut l'imaginer. Et on va essayer de chercher des traces d'une activité adverse sur le système d'information. Et du coup, il y a deux façons de le faire. Il y a un truc qu'on appelle le rétro-hunting, qui consiste souvent à aller chercher dans ces journaux, et en particulier dans les journaux de sécurité, des traces d'activité. Et puis, il y a l'idée d'aller faire de la recherche de compromission sur les systèmes, et dans ce cas-là, d'utiliser soit les EDR, soit des agents de collecte, pour aller chercher des traces d'informations sur tous les systèmes qui sont supervisés. Et pourquoi est-ce que les deux sont différents ? Parce qu'au moment où on va aller chercher sur les systèmes, peut-être qu'on a des informations sur des choses à rechercher qu'on n'avait pas au moment où les journaux ont été générés. Donc il y a plusieurs approches, mais grossièrement, on a une approche rapide qui consiste à chercher des traces dans les journaux avec le risque que dans les journaux, il n'y ait pas l'information qui a pourtant traversé le système d'information, mais qui n'était pas collectée à ce moment-là. Ou on peut aller le rechercher au moment où on déclenche le hunting. Et dans ce cas-là, on va aller le chercher le plus fraîchement possible sur les systèmes. Mais il y a un autre risque, c'est que les systèmes vivent et donc les traces elles-mêmes peuvent avoir été effacées. Donc les deux ont leurs intérêts, les deux ont leurs défauts et leurs avantages. Et on a... en face de ça, la détection, qui est l'idée de détecter l'adversaire au moment où il est en train de faire son activité. Alors, c'est pas forcément l'activité initiale d'intrusion, mais ça peut être détecter l'adversaire alors qu'il est en train de communiquer après une compromission initiale. Mais à quel moment on décide de faire ça ? Si tu reçois une IOC, un indicateur de compromission externe, et que tu veux chercher rétroactivement dans tes logs, je comprends. Mais est-ce que ça fait du sens de faire ça en exercice régulier, même si tu n'as pas forcément... De nouvelles idées, ou je sais pas, est-ce que ça avait du sens de prendre des consultants externes pour faire ça de temps en temps, par exemple ? Alors, ça dépend de tes moyens et de ta maturité. Si ton programme de sécurité débute, si tu es encore avec des listes d'actions énormes pour sécuriser ton système d'information, non, ça vaut pas la peine. Si en revanche tu reçois une information qui te dit « Ah, attention, il y a des bonnes chances que vous y ayez ciblé » ou alors tous vos concurrents sont l'objet d'une campagne d'espionnage industriel qui vise tel ou tel truc qui est sensible pour vous,
où vous avez une information selon laquelle il y a eu, il y a quelques semaines, par exemple, des dépôts de domaine qui ont été faits pour des trucs qui ressemblent à du typo squatting pour votre nom de domaine, et que peut-être qu'il y a quelque chose qui est passé, mais on ne le sait pas, oui, ça peut valoir la peine. Mais il y a vraiment une idée de... C'est pas une activité à faire sur un système d'information sur lequel il n'y a pas encore un niveau de sécurité mature, si on n'a pas une raison impérative de le faire. Pour toi, ça n'est pas une initiative que tu peux avoir comme ça, forcément que tu aies un élément extérieur qui déclenche, parce que moi j'allais dire plutôt paraphraser Kurt Cobain qui disait c'est pas parce que t'es paranoïaque qu'ils sont pas après toi, donc en disant c'est pas parce que t'es paranoïaque qu'ils ne sont pas dans ton système d'information, plutôt dire que c'est presque une activité, alors quand tu as les moyens, la maturité, etc., une activité que tu dois faire assez régulièrement, justement pour essayer d'anticiper, de détecter la menace. Ça pourrait être le cas, mais le problème c'est que les ressources que tu as à consacrer à la sécurité, elles sont limitées. Oui. Et donc c'est toujours la même chose, c'est à quoi vas-tu consacrer tes ressources ? Si tu sais que sur ton système, ton programme de gestion de vul, ton exposition sur Internet, ta traçabilité en termes de journaux, ils sont catastrophiques, bah peut-être que tu vas privilégier les trucs les plus urgents en fait. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je parlais de maturité. Et le problème, c'est ça. Un hunting système, ça revient relativement cher parce que ça mobilise des gens pendant un temps significatif. Un hunting dans les logs, un retro-hunt, bah, si tu as des journaux dans lesquels tu as assez confiance, ça peut être quelque chose qui se fait en quelques heures. Le temps de lever des faux positifs ou des choses comme ça, ou quelques jours. Donc ça dépend, mais c'est pas évident. L'idée d'utiliser ça pour faire du hunting tout azimut de façon récurrente sur un système d'information sur lequel on n'a pas forcément une bonne maîtrise, c'est peut-être pas le meilleur usage des ressources. Pas forcément une bonne maîtrise, parce que tu vois, moi j'ai des exemples d'entreprises où quasiment toutes les semaines, alors c'est plutôt des outils qui paraissent offensifs, mais ils lancent régulièrement des Bluedown, Sharphound, etc., des Pin Castle, des trucs comme ça, pour essayer d'avoir des collectes de traces, et après regardent justement s'il n'y a pas des changements, des nouveaux comptes créés, des nouveaux chemins qui se créent, des choses comme ça, plus pour vraiment chasser l'attaquant. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Et Christophe, concernant les logs qui peuvent être altérés, supprimés, parce que les journaux de logs sont pleins, qu'est-ce que tu penses justement de la collecte de ces logs sur une plateforme centralisée pour faire du retro-hunt a posteriori, en se disant que bah là, typiquement, on est arrivé à les garder, on a un historique conséquent et on est en capacité de taper n'importe quelle requête qu'on souhaite. Alors, évidemment, moi je fais la réponse incident, plus j'ai de logs, plus je suis heureux. Y a plusieurs problèmes avec ça. D'abord, le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, la supervision de sécurité, elle est faite dans des SIEM ou des XDR qui collectent les journaux et d'autres événements, sur lesquels il y a des coûts qui sont liés à des paliers de nombre d'événements par seconde ou nombre d'événements par jour, ce genre de choses. Ce qui fait que quand on va configurer la collecte des journaux dans ces trucs-là, on va se limiter pour regarder un ratio efficacité-coût qui soit raisonnable. Qui plus est, c'est des équipements qui sont quand même très gourmands en ressources, et là aussi, si on leur fait ingérer trop de logs, en fait, il faut des configurations matérielles extraordinaires pour les faire tourner. Donc ça, c'est un premier angle du problème. Le second, effectivement, c'est que sur un système d'information important, une collecte exhaustive, ou du moins très importante de logs, ça peut générer des téraoctets d'informations par jour. Et il faut les stocker, les gérer. Il y a pas mal d'organisations qui ont pris une posture médiane, qui est de dire je fais des puits de logs de proximité, et donc je vais transférer beaucoup de logs avec une période de rotation assez longue, mais pas d'analyse automatique dessus, pas de traitement, pas de licence logicielle spécifique, et je vais centralement remonter une portion de ces journaux vers la supervision de sécurité SIEM XDR. J'aime bien cette approche, je l'ai vu marcher à plusieurs reprises, parce que ça permet d'avoir des alertes de sécurité dans l'XDR, mais les logs vers lesquels se retourner pour faire du hunting, c'est aussi très utile pour la prod, parce que quand les gens ont un incident de prod, avoir des logs, c'est pratique, et ça évite d'avoir à gérer des politiques de logs sur les serveurs eux-mêmes, ce qui peut être pénible quand on en a beaucoup. Donc il y a des stratégies. Il y a un autre point important avec les logs, c'est que ça consomme de la bande passante, d'où l'idée des puits de logs locaux, sur les systèmes d'information sur le LAN des systèmes d'information qui les produisent, pour éviter de remonter là aussi des téraoctets de données qui vont consommer de la bande passante intersite de façon considérable. Donc il y a des stratégies, ce système hiérarchisé, je l'ai vu à pas mal d'endroits, ça marche bien, mais effectivement, si on est par défaut, la rotation des journaux sur un système qui vit beaucoup, en particulier sur des machines Windows, elle est relativement faible, et du coup, effectivement, si on va chercher les events qui n'ont pas été collectés
collecter, il n'y aura pas grand-chose. Ce qui est dommage parce qu'en plus, dans le monde Windows, c'est assez facile de mettre en place un collecteur d'événements. C'est un serveur, on installe un rôle de collecteur, on configure WEC pour aller récupérer de toutes les machines et ensuite on filtre. Ça marche très très bien. Sous Linux, c'est du syslog, il faut juste activer dans le syslog sur toutes les machines, Linux ou tous les Unix d'ailleurs, pour pointer vers un collecteur de logs. C'est pas les mêmes technos, mais on a les mêmes résultats. Il y a une époque, c'était plus pénible à faire sous Windows, aujourd'hui c'est relativement simple. Mais bon, on peut trouver des gens qui se tirent dans les pieds parce que il y a eu des générations successives de machines, de gestionnaires du système d'information, il y a des choses qui sont collectées à des endroits différents. Les systèmes d'information vivent, donc on est rarement dans le cas idéal des logs parfaits, et là aussi, le fait de faire des hunting, alors peut-être pas périodiquement, mais de temps en temps, ça permet de s'apercevoir de quelle est la réalité par rapport à ce qu'on pensait avoir en termes de collecte d'informations. Et je rebondis juste très rapidement sur les outils que tu énonces. Quid de Sysmon ? Parce que notamment, je pense qu'il y a un Sysmon qui existe pour Linux. Alors, il y a deux problèmes, enfin deux questions. Dans une, le Sysmon sous Windows, personnellement, je ne comprends pas pourquoi Microsoft ne l'installe pas avec l'OS, parce que ça permet d'avoir des événements qui sont bien plus lisibles et bien plus traitables, aussi bien pour la sécurité que pour l'analyse de dysfonctionnement. En revanche, le Sysmon sous Linux, il a surtout un intérêt si on a fait une infra tout Sysmon et qu'on va voir des événements comparables entre les différents systèmes sans faire de la renormalisation de log. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart aussi des systèmes de gestion de journaux de sécurité, ils savent comparer des événements qui ne sont pas de source identique. Alors, même si les sources d'ID sous Linux ne sont pas forcément très sympas à parser, ça se fait quand même assez bien. C'était un problème il y a 10 ans, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Je pense que le Sysmon sous Linux, il a énormément d'intérêt quand on est Microsoft, qu'on a Azure et qu'on a des millions de machines virtuelles Linux à intégrer dans un SI qui est du Windows. Mais enfin, aujourd'hui, on a des SIEM qui remettent tout ça au clair. Ça s'est quand même considérablement amélioré. Les gens, ils ont des SIEM qui permettent d'analyser et de rechercher intelligemment. Alors, pour chaque développeur de SIEM intelligent, il y a un développeur d'application qui invente un format de log encore plus débile. Il y a quand même des formats de log dans lesquels on va trouver dans du Sixlog, du XML qui encapsule du base64 qui contient du JSON. C'est pas une invention, hein, j'en ai traité il y a un mois, du comme ça. Donc on peut trouver des formats vraiment biscornus, mais pour ce qui est système, globalement aujourd'hui c'est relativement un problème résolu. La question qui se pose de l'autre côté, c'est pas seulement ce qu'on va examiner, mais c'est aussi avec quoi on va examiner. Et ça pose un autre problème, et qui est une bonne raison de faire du hunting, c'est que les marqueurs, les IOC, ils sont élaborés à partir d'informations de gens qui traitent des contaminations, des incidents, des attaques. Et il leur faut un certain temps pour les traiter, il leur faut le temps de valider, il leur faut le temps d'avoir le droit de les faire circuler, et ensuite il faut les faire circuler. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de marqueurs qui vont être vieux de plusieurs semaines ou de plusieurs mois avant d'être partagés, y compris dans certains flux commerciaux. Et il y a des gens qui sont très très bons à ça. Hein. La force des éditeurs d'antivirus, c'est d'être capable de détecter une attaque et dans la même journée de déployer des marqueurs chez tous leurs clients. Parce que ils font de la volumétrie, de l'analyse, etc. Ils détectent ce qui est significatif, ils génèrent de nouvelles signatures, ils les envoient. C'est quand même pas le cas le plus courant. Et du coup, un des problèmes qu'il y a avec la détection, c'est de recevoir des marqueurs qui sont intéressants, mais qui peuvent être anciens. Et je prends l'exemple typique d'adresse IP ou de nom de domaine d'infrastructure utilisé par des attaquants. Alors, si on a de la chance, ça n'a pas tourné et on va voir l'attaquant communiquer avec cette infrastructure. Là, paradoxalement, ce que l'on voit, c'est que les plus agressifs en termes de rotation, c'est le monde du cybercrime. Comme le cybercrime tape très très large, ils vont arroser des milliers ou des millions de personnes, souvent ils vont avoir la même IP qui va apparaître dans plein d'endroits, et du coup les éditeurs d'antivirus, les EDR, etc. les connaîtront très vite, et donc ils font tourner très vite leur infrastructure, et on voit, des infrastructures criminelles qui vont tourner en moins d'une semaine, et les IP ont changé, etc. Les attaquants plus persistants, étatiques, espionnage industriel, etc., souvent ils vont utiliser le serveur d'attaque pour une victime à la fois, ou une paire de victimes, et du coup, ils ont moins intérêt à faire ces rotations. Et finalement, l'indication d'une adresse IP, quand on la regarde active, on la voit plus longtemps. Donc, si je reçois une adresse IP, par exemple, que je la mets dans mon pare-feu ou dans mon capacité de détection, dans mon EDR, les chances que je la vois en cours de route, en cours d'utilisation, vont dépendre de son ancienneté et du type d'activité.
Par contre, si je reçois cette adresse IP et que je fais un retrohunt avec, j'ai plus de chances de trouver des choses. Et si j'ai été piraté, ou si j'ai eu des machines qui étaient piratées il y a un mois, il y a des chances qu'elles le soient encore aujourd'hui. Et donc il y a vraiment cette idée de, suivant la nature de ce que je reçois et l'association de ce que je reçois avec tel ou tel type d'activité, c'est un des endroits où finalement associer un marqueur avec un type d'activité, ça a du sens. J'ai plus intérêt à le mettre en détection ou à faire un hunting dans mes journaux, ou peut-être à aller faire un hunting system parce que c'est une IARA que j'ai reçue et ça détecte un fichier particulier. Et est-ce qu'il y a de la recherche de certains marqueurs qui est beaucoup plus coûteuse que d'autres? Et si oui, lesquels? Oui, typiquement, je pense que tous les gens qui ont fait tourner des IARA sur un parc système significatif ont tous connu le fait d'avoir les sysadmins qui débarquent à leur bureau avec des fourches. Parce que si on fait des recherches sur tous les disques durs de toutes les machines, forcément on consomme des ressources, on consomme des I/O en particulier, et il y a des risques de perturber le fonctionnement normal du système d'information. Or, les IARA, donc c'est un format de description, c'est un langage, c'est un DSL, c'est un langage spécifique au domaine de la recherche, qui permet de décrire des motifs, qui permet de décrire des hashes, qui permet de décrire pas mal de choses caractéristiques d'un fichier. Et ensuite, on peut le chercher en mémoire, on peut le chercher sur disque. Le problème, c'est qu'il y a des champs qui sont adaptés à un usage ou à un autre. Par exemple, si je recherche un hash particulier dans une IARA, il y a d'assez bonnes chances qu'il faille calculer ce hash sur tous les fichiers du disque pour pouvoir le comparer. Et du coup, si je calcule le SHA-256 de tous les fichiers de mon install Windows, ça va faire très très mal. Par contre, si j'applique cette IARA sur VirusTotal, qui est l'endroit d'où viennent les IARA, où tournent beaucoup d'IARA, les hashes ils sont précalculés, c'est une recherche dans une table de hachage. Et là, c'est instantané comme mode de recherche. Et donc, en fait, ce que l'on voit aussi, c'est que les règles sont adaptées à un contexte d'utilisation ou à un autre. Et pour de la détection temps réel, pour de la détection dans des flux de mail ou pour la détection sur un disque d'ordinateur. Ce que tu viens de dire sur l'optimisation des recherches me fait penser à ce dont tu parlais tout à l'heure, à savoir mettre tous les logs dans un puits de log. Si j'ai bien compris, tu n'indexes pas à ce moment-là et tu indexes uniquement à la demande. Comment est-ce que ça se passe? Alors le cas le plus courant que j'ai vu, c'est le puits de log, c'est un stockage sur disque avec des fichiers log en texte. Le sous-ensemble qui est remonté dans le SIEM, il est indexé, base de données multi-indexée, qui permet de faire de l'analyse temps réel. Et quand il y a un événement à qualifier, je vois par exemple détection d'un Mimikatz sur un serveur. Là, l'événement a été remonté par le DR. Le DR signale qu'il a mis en quarantaine le Mimikatz et ça sonne dans mon SIEM. Je vais avoir les logins sur le serveur. En général, c'est les événements de login, c'est des trucs qui sont couramment collectés. Et puis, je ne vais pas avoir tout ce qu'il y a autour. Par contre, si je me connecte typiquement sur Windows, c'est plutôt un serveur de collecte de logs. Là, je vais utiliser en général, maintenant, les gens utilisent plutôt PowerShell, parce que il y a les extensions PowerShell qui permettent de faire ça. Je vais pouvoir, dans PowerShell, demander tous les événements de cette machine dans l'intervalle de temps. Peut-être que là, je vais demander aussi les événements de la machine d'où venait la connexion précédente. Et du coup, ça me permet de zoomer sur mon problème. Ce qu'on peut faire avec un SIEM classique, mais simplement, on ne va pas avoir à gérer tous les logs dedans. Et après, oui, il y a des gens typiquement, j'ai vu des gens qui mettaient des versions libres de LK pour leur puits de log, et puis des versions commerciales d'un truc cher, un Curadar, Splunk, je sais pas quoi, RSA Analytics, sur leur SIEM. Alors moi, j'ai une question un peu différente, mais est-ce que ça peut être utile pour des équipes violettes, des purple team en anglais, c'est-à-dire est-ce que ça fait du sens de faire un pentest par exemple et ensuite de remonter dans le temps a posteriori pour voir ce qui a été raté, tu vois, un mouvement latéral avec une synchronisation Active Directory ou quelque chose comme ça? Alors oui, ça a du sens, mais l'état de l'art aujourd'hui, c'est que l'analyse a besoin d'un fil à dérouler. Donc si on veut faire du Purple Team, il faudrait qu'on fournisse un élément, parce qu'en fait si on fait un hunt, si on fait une recherche de compromission, et on ne l'a peut-être pas dit, généralement on le fait thématiquement. C'est rare de faire une recherche de compromission tout azimut, tout type d'attaque, etc. Donc on a un truc où on dit je vais partir de tel type d'activité, ou j'ai tel fichier, ou j'ai une adresse IP, ou j'ai quelque chose comme ça, ou j'ai un compte, enfin j'ai un fil à dérouler. Donc si je veux le faire avec un Purple Team et que je ne veux pas
risquer de me retrouver le bec dans l'eau, et deux, en fait, créer un niveau de complexité artificiellement haut. L'idée, c'est probablement de fournir un début de fil à dérouler pour l'équipe qui fait la partie Blue Team, pour être capable de voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir sa capacité à dérouler ce qui s'est passé, le reconstituer, comparer avec ce qui a été fait par les attaquants et voir ce qui a été raté. Ça, c'est intéressant. Les laisser chercher dans le vide et leur dire « Ah ah ah, on vous est passé sous le nez », en fait, c'est pas forcément très intéressant, d'autant que quand même, souvent, les anti-malware détectent des activités. Ce dont tu viens de parler me fait penser aux graines qu'on utilise dans les graphes. Est-ce que les graphes sont utilisés pour le hunting ? Alors d'abord, je peux parler que d'une expérience que j'ai limitée, mais il y a eu 2 publications assez récentes l'année dernière de Usenix qui étudiaient justement les équipes de hunting à assez grande échelle, plusieurs centaines d'équipes de hunting. Et grosso modo, les équipes font 2 choses. Elles collectent et recherchent dans ce qu'elles ont collecté et indexé des marqueurs. Et la seconde chose, c'est elles prennent des signaux faibles et elles mettent un humain dessus avec de l'expertise pour le dérouler. Et donc la question ensuite, c'est qu'est-ce que vont utiliser ces humains comme outillage pour dérouler leurs recherches. Aujourd'hui, la plupart des outils qui sont utilisés sont plutôt des SIEM ou des outils de gestion de logs, c'est-à-dire que les gens vont ingérer dans un Splunk ou dans un ELK souvent, et ensuite faire des dashboards, des recherches, des approfondissements, des zooms sur ce genre de choses. En revanche, il y a un certain nombre d'outils. Je pense par exemple à un outil du CERT-JP qui permet d'ingérer des logs d'événements Windows et de ressortir tout le graphe des connexions sur un domaine. Et donc on peut utiliser ce genre d'événement. Typiquement cet outil, bon, il est très très sympa, mais il fait que ça. Il y a pas mal d'outils spécifiques, de même que c'est pas forcément inutile pour des gens qui font du hunting et qui découvrent quelque chose de reprendre la logique pentester et dire ok, j'ai tel compte de l'Active Directory qui a été compromis, si je fais un blue down de par-dessus, qu'est-ce qu'il me donne comme chemin de compromission qui passe par ce compte pour aller chercher le truc d'après. Et là aussi on est sur des outils qui font du parcours de graphe, mais c'est plutôt dans l'outillage que dans la logique de recherche, même si implicitement, quand je parlais de dérouler un fil, c'est quand même ça, c'est-à-dire que je vais remonter à la machine d'avant une connexion, descendre au fichier suivant, ou après c'est de l'analyse forensique. Si on a trouvé un fil à dérouler, c'est de l'analyse. Le vrai problème que je vois, et qui est relaté d'ailleurs dans les 2 papiers Usenix que je trouve assez intéressant, le vrai problème c'est où trouver son fil à dérouler. Par où commencer? Quel est le point où on va trouver l'événement suspect qui permette de plonger? Et après, clairement, dans la plupart des cas, on va avoir 3 pistes sur 4 qui sont des faux positifs. Donc il y a aussi une limite à mettre un moment. Je suis un peu surpris par ta mention de Bloodhound. C'est un outil que tu utilises vraiment en réponse à un incident? Parce que, en gros, est-ce que tu vas aller snapshotter l'Active Directory et commencer à passer des outils vaguement offensifs dessus ou... Tu passes un extrait LDAP en l'occurrence. Oui, mais ça suppose de l'avoir. C'est-à-dire qu'à un moment où tu vas faire un rétro-hunt ou un hunt, est-ce que tu demandes à avoir une copie de l'Active Directory pour pouvoir travailler en parallèle ou est-ce que tu travailles uniquement avec des logs, tu vois, du syslog et des événements, en fait, ou des process, des fichiers sur disque, des choses comme ça? Ça dépend du degré de coopération et d'interaction que tu as avec les opérateurs du système d'information. Clairement, avoir... Alors non pas une copie de l'Active Directory parce que ça contient des informations sensibles avec tous les hashes qu'il y a dedans, mais avoir une copie des droits des groupes et des utilisateurs de l'Active Directory, ce que récupère Bloodhound, ou récupère Ping Castle, ou récupère les outils d'audit Radat de l'ANSI, ce genre de truc, oui c'est très très utile. Que ce soit en audit, en réponse à incident ou pour faire du hunting, parce que la différence entre une réponse à incident et hunting, elle n'est pas énorme non plus. Et puis en plus, l'outil en soi n'est pas offensif, c'est l'usage que tu en fais qui est offensif. Tu fais par exemple toutes les semaines une capture Bloodhound, une collecte Sharphound justement pour l'utiliser dans Bloodhound, tu le fais une fois par semaine, c'est pas mal, ça te donne un historique, tu vois l'évolution de ton SI et potentiellement si tu dois chercher quelque chose dans le passé, tu peux faire un diff entre chaque itération et voir une évolution d'une attaque par exemple. Ça rentre dans un certain nombre d'outils de reconnaissance utilisés par les attaquants qui sont utiles quand on essaie de retracer les pas d'un attaquant, de même que les outils de scan ou d'exploration de surface, ils sont intéressants parce que des fois la connaissance théorique du système d'information, par exemple sur des ports ouverts ou des expositions ou des filtrages entre zones, la différence entre ce qui est pensé être en place et ce qui est réellement en place,
elle peut être étonnante, parce qu'il y a des erreurs, parce qu'il y a eu des mauvaises configurations, parce qu'il y a eu un truc ouvert temporairement qui l'est toujours, et le fait est que sur un certain nombre de choses, et c'est la même chose pour les droits dans l'AD, ou sur les droits sur des fichiers, faire un constat réel permet des fois de comprendre ce qu'a fait l'attaquant, alors que sinon on peut rater quelque chose. Que ce soit réponse, incident ou hunting, on va avoir le même problème, c'est essayer de comprendre ce qu'a fait l'adversaire. Et trouver les pas de l'adversaire et essayer de comprendre. Et dans les deux cas, on a un peu la même chose qui est, souvent on trouve des morceaux, et on a plusieurs fils à tirer, et la question c'est de savoir à quel moment les fils se rejoignent, s'ils se rejoignent, parce que là aussi, s'il y a eu une compromission sur un système d'information, rien n'exclut qu'il y ait eu plusieurs compromissions. En particulier aujourd'hui où on voit des grandes failles, des grandes campagnes d'exploitation de failles de sécurité, typiquement sur les équipements de bordure, c'est pas super rare de voir cette entreprise a été compromise par un acteur qui est associé à de l'espionnage, puis il y a eu un second acteur qui fait du rançongiciel qui est passé derrière, et qui fait de l'accès initial, et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'est connecté dessus, mais c'est tellement le bazar entre les autres qu'on ne sait pas les distinguer. Les compromissions multiples sont pas si rares que ça. Tout à l'heure, tu disais que ce qui était souvent complexe, c'est de trouver la première graine, on va dire. Est-ce que les honeypots ne sont pas des systèmes qui sont à privilégier dans ce contexte-là ? Alors là, on parle plus de détection avec les honeypots. Et la détection, justement, la question est... On est en train de changer de paradigme, en fait. On a longtemps eu un paradigme qui était j'interdis tout accès à mon système d'information, je blinde mon pare-feu, j'ai des équipements très sophistiqués de blocage, et du coup, l'adversaire ne rentrera pas, et ce qui se passe à l'intérieur, il est impossible qu'il y ait une activité adverse à l'intérieur, où c'est extraordinaire. Ensuite, on a évolué et on est en train de rentrer dans l'adversaire peut-être à l'intérieur et je veux le détecter. Et c'est encore aujourd'hui le paradigme dominant, c'est je veux le détecter dans les phases très, très initiales de son intrusion. Ce dont on s'aperçoit très souvent, c'est que sur un système d'information qui a un peu d'âge, qui a un peu vieilli, des recoins qui ne sont pas couverts par la détection, il y en a un paquet. Quand ce n'est pas l'équipement de sécurité de bordure qui se fait pirater, auquel cas la détection n'a pas lieu. Ou alors elle a lieu, mais elle est couverte par d'autres choses et du coup personne ne la comprend. Du coup, on est en train de passer d'un paradigme de je suis dans la détection à je recherche une compromission et c'est ce que les Américains appellent le assume compromise. Je pense que j'ai une compromission et je vais la chercher. Et quelque part au milieu, il y a tout ce qui est les mesures de sécurité qui sont de l'interaction avec l'adversaire. Donc honeypot, honeypot, honeynet, honeytoken, les leurs. Qui vont pousser l'adversaire à faire une erreur et qui vont détecter le comportement autour de l'erreur. Et ça peut marcher, et ça marche, certains types marchent pas mal, mais ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est il faut que le leurre soit assez attirant pour l'adversaire. S'il vise complètement autre chose, il peut s'ébattre joyeusement sur le système d'information et jamais marcher sur la mine. Le second point, c'est que il faut qu'il soit attirant pour l'adversaire, mais pas pour les gens normaux. Donc il ne faut pas que les gens normaux aillent marcher sur la mine. C'est un peu le problème du champ de mine, quoi. On a envie de mettre un panneau, mais on ne voudrait pas que l'adversaire puisse le lire. Et le dernier point, c'est qu'il ne faudrait pas que ce truc-là soit tellement complexe qu'il absorbe toutes mes ressources de sécurité. Et en fait, aujourd'hui, on a des systèmes de honeynet, honeytoken qui sont... honeynet, honeypot, qui sont très sophistiqués, qui peuvent simuler des systèmes avec des applications, on peut leur dire quelle application c'est simulé, etc. Mais derrière, ça génère beaucoup d'événements. Et qui dit beaucoup d'événements dit besoin de beaucoup de traitements pour les qualifier a posteriori. Donc si on simule un environnement très riche, il faut avoir une capacité de traitement très importante derrière. Et en fait, les gens qui en tirent pleinement profit aujourd'hui, c'est les gens qui vendent de la CTI, qui mettent des honeypots de différents systèmes et qui regardent comment ils se font compromettre, parce que c'est leur métier de vendre ça derrière. Si moi j'ai ça dans mon organisation, c'est peut-être parce que j'ai pas mal de temps libre, auquel cas c'est cool. Mais par contre, si je suis un peu étranglé, c'est pas ça qui va m'enlever de la pression en fait. Et je vois pas mal ça. En revanche, les honey tokens, qui consistent à créer des comptes ou créer des fichiers ou créer juste un élément simple sur lequel on met du monitoring qui ne doit pas être accédé et qui puisse faire sonner l'alarme quand on marche dessus, oui, ça marche bien. Et comme ça génère qu'une information qui est relativement binaire finalement, qui est quelqu'un y a accédé,
c'est pas très coûteux et c'est juste un déclencheur d'alerte. Et je suis plutôt alors c'est un avis personnel, mais je suis plutôt favorable à ces derniers qu'à des systèmes plus complexes qui donnent des résultats qui nécessitent du monde pour les traiter, hein, tout bêtement. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui vendent derrière des systèmes de traitement qui sont très jolis, qui fournissent des synthèses, etc. Mais c'est un dashboard de plus qu'on donne à une équipe sécurité qu'on a déjà plein des dashboards. Oui, tandis qu'en fait, aujourd'hui le tournis. Avoir des utilisateurs, à l'époque, je me souviens sur la partie Active Directory, essayer de cacher justement des administrateurs de domaine en se disant bah tiens, on lui donne absolument aucune permission, ce compte est connu de personne, et si quelqu'un essaie de se connecter, c'est certainement qu'il a fait un petit peu de fingerprinting, et on sent que justement peut-être qu'il y a des mouvements latéraux qui se préparent. En tout cas, c'est assez intéressant quand on parle de tout ce qui est Deceptive, la security, etc. C'est des techniques qui sont plutôt qui fonctionnent. C'est des techniques qui peuvent fonctionner, qui nécessitent un peu de réflexion. Il y a un assez bon bouquin, Nipot, Nitoken, qui réfléchit, qui propose des pistes de réflexion sur comment les positionner, comment les choisir. En tout cas, c'est pas une solution, c'est pas une solution miracle de détection non plus. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand même, on est encore dans des logiques de solutions miracles. On pense, et on a encore, par exemple, cette idée dans beaucoup d'organisations de dire, on va nous donner des bons marqueurs. Les bons marqueurs, on va les mettre en détection. Et alors, il y a tout un chapitre de réflexion qui ferait l'objet d'une autre émission sur comment détecter, sur quoi détecter, avec quel marqueur, etc. Parce que il y a aujourd'hui une image de la maturité des organisations en termes de capacité de détection qui est complètement décalée par rapport à la réalité. Mais donc, si j'ai les bons marqueurs et que je fais mon retro-hunt ou mon hunting, je vais trouver des choses et magiquement mon système va être défendu. On en est très loin aujourd'hui et il y a beaucoup de pistes avec de l'automatisation, du SOR. Maintenant, il y a du machine learning pour essayer de remplacer l'expertise. Mais au stade actuel, il n'y a pas de substitut à l'expertise. Mais tu vois, tu parles du SOR, etc. Enfin, je veux dire, là tout à l'heure avec Vlad qui parlait, tiens, on va faire du sharpdown, après on va faire du blowdown, on va faire des diffs pour essayer de voir justement s'il y a des schémas d'attaque. Je veux dire, tout ça, c'est pas un petit peu quand même de l'artisanat, du manuel, je veux dire, du SOR pour moi, on parle d'automatisation avec de l'interconnexion entre des systèmes. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, comment tu vois l'évolution un petit peu d'un point de vue rétro-hunt sur comment est-ce qu'on arrive à assembler toutes ces pièces de puzzle et pas se retrouver juste dans un pur artisanat. Mais au début, c'est de l'artisanat. Mais c'est en train de véritablement s'industrialiser en ce moment. Et tu peux l'automatiser, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui s'automatisent. Il y a des playbooks qui peuvent être joués, des scripts de recherche, etc. Il y a quand même aujourd'hui une très très large part, et y compris dans les meilleures équipes qui font ce genre de choses, il y a encore l'effet de si c'est le maître artisan qui met la main sur l'outil, il trouve des trucs, et si c'est le jeune padawan, il trouve pas, quoi. On est encore dans un métier où l'expertise personnelle, dans l'usage d'outils qui peuvent être très complexes, dans la lecture d'informations qui sont très riches et surabondantes, où l'expertise du praticien est encore une dominante. Et je pense effectivement qu'il y a des pistes pour rendre ça plus industriel. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est collecter de façon plus industrielle, c'est de comparer à échelle industrielle, c'est chercher des choses et des motifs à échelle industrielle, y compris dans les outils que l'ANSSI a mis à disposition. Il y a Orc qui fait de la collecte, mais dans Orc, il y a un outil qui s'appelle FastFind, qui permet de chercher des marqueurs sur tout un parc extrêmement rapidement. Donc il y a des outils qui sont disponibles. On voit beaucoup de gens qui font ce genre de choses avec Velociraptor aussi, ou pas mal d'organisations qui le font à travers leur EDR. Donc il y a beaucoup de choses. Le fait qu'aujourd'hui la plupart des grosses organisations aient déployé un EDR, par exemple, c'est pas un fait ancien. C'est quelque chose qui est relativement récent. Et la maîtrise de ce qu'on peut faire avec, ça a changé. On voit aussi, par exemple, qu'il y a de plus en plus d'éditeurs d'EDR qui sont réticents à vous laisser passer vos propres Yara, parce qu'ils ont eu plein de clients qui se sont tirés dans les pieds. Donc on est passé de quelque chose où on pouvait utiliser un peu n'importe quoi à passez-nous vos règles, on va les adapter pour être sûr qu'elles cassent rien. Donc c'est quelque chose qui est encore très mobile, mais clairement, il y a aujourd'hui, on manque de standards en la matière aussi, d'interopérabilité. Par exemple, les différents logiciels utilisés pour faire de la recherche sont très peu interopérables. Même les formats de description de marqueurs, aujourd'hui on a des formats qui sont syntaxiques, mais qui sont très peu sémantiques. Donc on est dans un domaine qui a une image forte d'automatisation. Je vois qu'il y a des éditeurs qui vendent des autodétections, je sais pas quoi, pilotées par de l'intelligence artificielle, machine learning, etc. En pratique, même les équipes qui font des très gros papiers internationaux et qui sont cités partout, c'est des gens qui le font à la main. Ils ont de l'outillage, mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, on le voit au recrutement, si
s'il n'y avait pas besoin d'une expertise, les gens qui ont ce type d'expertise ne seraient pas payés très cher et ne seraient pas très recherchés. Or aujourd'hui, ils sont bien payés et ils sont très recherchés. Alors je crois qu'il y a une question sur le futur documentaire The Age of Disclosure qui va bientôt sortir et qui reprend les vidéos de Roswell. Tu veux nous en dire plus là-dessus? Eh bien, j'attends encore l'analyse forensique du petit gris qui aurait été découpé à Roswell. C'était dans le plan de l'épisode, il faut le préciser pour les auditeurs. Et comment tu vois la suite, en fait? Comment tu vois la suite un petit peu là de justement cette pratique? Et j'avais aussi une autre question là tout à l'heure où en fait tu parles des différentes pistes qu'il peut y avoir, mettons 3 sur 4 où globalement ça va être des faux positifs. Comment on gère cette frustration? Et quelles sont les compétences qu'il faut? Est-ce que c'est vraiment, on va dire, des profils hyper typés sysadmin parce qu'il faut qu'ils arrivent à parler IO, faut qu'ils arrivent à parler réseau, faut qu'ils arrivent à parler, enfin vraiment la totale. Voilà, comment tu vois ces deux choses-là? Compétences et comment gestion de la frustration, parce qu'il faut rester accroché jusqu'à trouver une piste qui tienne la route. Alors, je vais te répondre sur la première partie, sur les équipes. C'est un des aspects que j'ai trouvé le plus intéressant. Il y a vraiment 2 publications assez courtes avec. Il y a des vidéos qui ont été postées de Usenix sur ce sujet de 2024. Et en fait, la réponse c'est, suivant qu'on soit une équipe de spécialistes dédiés ou une équipe interne, on ne constitue pas les mêmes équipes. Mais en interne, typiquement, les organisations constituent les équipes avec une partie de gens du SOC, une partie de pentesters, et ils font un mélange. Les gens qui sont plutôt des prestataires de services qui font ce genre de choses, souvent ce sont des gens qui font de la réponse à incidents, qui font du hunting aussi. Et après, faire du rétro-hunting, c'est-à-dire rechercher des marqueurs finalement dans ces logs, c'est essentiellement une activité du SOC, donc c'est les opérateurs du SOC, généralement les N2, qui font ce type d'opération pour périodiquement, ou quand ils reçoivent, je sais pas, d'une autorité réglementaire ou d'un truc comme ça, des marqueurs, ou de leur fil de CTI, des marqueurs qui leur disent, qui sont flagués, ça ce serait intéressant à chercher chez vous. C'est généralement le SOC qui fait cette opération. Donc là aussi, en fonction de ce qu'on fait, vraiment, détection, c'est les équipes généralement de gestion réseau ou le SOC, mais c'est souvent plutôt gestion réseau, pare-feu, etc., qui va s'occuper de déployer des marqueurs. Et aujourd'hui, clairement, détection, c'est pare-feu ou EDR, ce qu'on fait essentiellement. Il y a d'autres marqueurs dont je n'ai pas encore parlé d'ailleurs, qui permettent une autre forme de détection, c'est les Sigma, qui peuvent permettre de décrire des séquences d'événements dans des journaux, et en particulier dans des journaux de sources différentes qui sont intéressants. En fait, le Sigma, c'est un métaformat qui ensuite peut être décliné pour différents types d'outillage. Mais là aussi, au lieu de chercher les caractéristiques d'un fichier ou d'un flux réseau, on peut chercher une séquence d'événements caractéristiques d'une activité, qui est quelque chose, je pense, sur lequel il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, en particulier quand on mélange les sources. Par exemple, quand on mélange les sources qui peuvent être système, réseau et activité cloud. On peut faire des choses assez intéressantes. Et le problème auquel on se heurte quand on essaie de faire ce genre de choses, c'est plutôt d'avoir les journaux pour ces différents types de choses au même endroit. Ce que tu décris, Christophe, là, c'est pas un SIEM qui est capable d'analyser différentes sources, de retrouver des séquences d'événements Le SIEM, c'est un endroit où tu envoies tes logs. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui ont plusieurs SIEM. Et puis, il y a des logs qui ne sont pas dans le SIEM. Et puis, sortir des journaux du cloud, par exemple, ça coûte relativement cher. Et donc, si on a déjà un SIEM on-prem, envoyer vers le SIEM on-prem les journaux du cloud, c'est peut-être un coût qu'on ne peut pas assumer ou qu'on ne veut pas assumer sur son budget sécurité. Du coup, on va peut-être avoir le SIEM Microsoft ou le SIEM Google qui tourne dans le cloud et une autre marque qui tourne à la maison. On peut en avoir des différents par business unit. Et on se retrouve, c'est assez fréquent dans les interventions que j'ai vues de se retrouver avec 2 business units qui ont été traversés par un attaquant parce qu'ils partagent un même réseau d'infrastructures, mais qui ont leur propre capacité de détection et d'analyse. Et donc Sigma te permet d'agréger ou de faire des recherches à travers Sigma te permet de décrire des motifs à cheval sur plusieurs formats, plusieurs types de sources. Et surtout, dans le temps, c'est-à-dire que tu décris pas un hash, une IP, tu décris une séquence d'événements. Je cherche un premier événement qui a telle caractéristique, qui a été suivi dans les moins de 5 minutes par tel autre événement, qui lui-même partageait telle IP avec tel autre truc. Et c'est assez intéressant, mais ça pose la question de où est-ce que je le fais tourner. Et du coup, où est-ce que je le fais tourner, ça pose la question de comment je transfère, quelle quantité de données je transfère où, comment, en temps réel ou simplement en instantané. C'est assez variable.
Pour voir ce qui est le futur, pour répondre au dernier point de ta question, Paul, je pense que c'est un domaine dans lequel il y a énormément de progrès à faire. C'est-à-dire que je trouve très bénéfique le fait de passer d'une posture, le mythe de j'ai un mur infranchissable, à je fais de la détection quasiment au moment du franchissement parce que les gens vont attaquer, à j'aurai toujours quelqu'un qui a traversé le mur, mais j'essaye de remonter et de le neutraliser avant que ça devienne catastrophique. Je pense qu'avoir ces 3 profondeurs, aujourd'hui, c'est plutôt un signe de maturité, et la capacité à combiner ces choses-là, la capacité à déployer les bons marqueurs aux bons endroits, dans la bonne temporalité, la capacité à avoir une remontée d'informations qui soit compréhensible à un être humain. Parce que là aussi, que ce soit un opérateur de SOC ou quelqu'un qui fait du hunting, ils ont le même problème de surinformation, de faux positifs qui nécessitent d'être qualifiés en quantité considérable. Et à chaque fois, il y a toujours le même problème de si j'ai un seuil trop bas, eh bien j'ai beaucoup trop de faux positifs. Si j'ai un seuil trop haut, je vais rater des activités qui étaient qui étaient illégitimes. Donc ce type de problème-là, aujourd'hui, ils sont pas résolus. Il y a des outils qui s'améliorent, il y a beaucoup d'espoirs qui sont portés, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements dans les startups qui font du machine learning sur ce genre de choses, parce qu'on se dit... Alors il y a toujours le côté caricatural qui est de dire les êtres humains s'en sortent pas, donc on va trouver un moyen pour que les machines s'en sortent. Mais il y a aussi le fait qu'effectivement la machine ne se lasse pas. Rechercher des motifs, c'est un boulot de machine. Rechercher des motifs difficiles à décrire mais dont on sait qu'ils se ressemblent un peu, c'est un bon boulot pour des LLM, et il y a de bons espoirs que ça donne des choses assez récentes. Aujourd'hui, j'ai pas encore vu des choses vraiment très intéressantes, mais c'est difficile de distinguer le marketing de la réalité sur ce domaine, puisque aujourd'hui c'est très très présent sur le plan marketing. Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin ? Non, mon mot de la fin, ce serait que c'est des choses intéressantes, qu'il faut comprendre ce qu'il y a derrière chaque mot, parce qu'il y a encore beaucoup de confusion entre là où on va mettre nos moyens, est-ce qu'on va faire avec des marqueurs, est-ce qu'on va faire avec les gens pour faire de la sécurité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre, il y a beaucoup d'expériences à gagner pour tout le monde, et il y a beaucoup de futurs produits ou de futurs projets open source intéressants dans ces domaines-là, donc c'est vraiment des choses à creuser. Merci Christophe d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.